aujourd'hui, on a la chance d'accueillir Thomas Steiner qui nous a fait déjà le plaisir de faire un café identique, non, parce que chaque jour qui passe, ça change et ça progresse, hein, cette IA, mais enfin sur la même thématique. Donc, si jamais vous êtes intéressé sur notre chaîne YouTube, on a la version allemande. Et puis sinon, ben aujourd'hui, on va le faire en français, étant clair qu'on est en mars 2024, et que comme ça évolue très vite, ben, on va faire un point de situation actuel sur comment utiliser l'IA en éducation, avec Thomas qui a un point de vue qui nous vient aussi et qui est coloré un peu par les points de vue de la HESSO directement. Juste? Juste, oui, oui, tout Voilà. à fait. Alors Thomas, je te passe la parole pour ton intro. Voilà. Parfait, merci beaucoup Nathalie. Donc, effectivement, c'est une présentation que certaines personnes en partie ont peut-être déjà vue, mais je l'ai mise à jour, je te rassure Nathalie, avec l'évolution qu'il y a. Et puis, on va simplement directement plonger dans le sujet, puis je vais vous présenter des choses qui suscitent surtout le débat après. Je pense que le but, c'est de discuter aussi dans la deuxième moitié, si j'ai bien compris, hein, du café pédagogique. Donc, on va faire un survol un peu de ce qui bouge. Je vais vous amener un peu ce qui se passe au niveau de la HSSO, puis après, on en discute. Euh, Moi, je pense que ce qu'il faut être conscient aujourd'hui, c'est que les formes de restitution, de simple restitution de connaissances ou de savoir, probablement vous êtes toutes et tous au courant que c'est fortement perturbé par ces technologies, puisqu'on peut aujourd'hui, par exemple avec ChatPDF, qui est aussi déjà un petit peu un outil qui commence de nouveau aussi à disparaître parce que ChatGPT a pris le relais, mais on peut aujourd'hui télécharger un document PDF dans un de ces outils et puis on peut interagir directement avec ce document. Donc là, c'est un chat qui questionne directement un document de business analyse, à titre d'exemple, que j'ai téléchargé. Donc, la restitution de savoir où on demande à l'étudiant de produire simplement ce qu'il a lu quelque part dans un livre ou ce qu'il cherche quelque part, je pense qu'il faut gentiment partir de là et puis passer sur d'autres formes quand on essaye de voir ce que les étudiants ont compris. Au niveau du multiple choice, là, je peux vous parler d'une expérience que nous avons eue en business analyse avec ma collègue Catherine Tacchini. Nous avons, pour un ancien examen, donc en 2023, nous avions généré des questions multiple choice avec ChatGPT sur la business analyse toujours, hein, qui est un domaine qui est très bien structuré, où on a 120 objectifs de formation, et puis où il y a un ouvrage de référence que vous avez vu tout à l'heure. Nous avons demandé à ChatGPT de générer 75 multiple choice questions donc pour un tel examen en mentionnant les réponses correctes avec une astérix. Ce qu'il a fait, il a effectivement généré assez de questions. Nous avons éliminé un certain nombre de questions qui étaient redondantes. Et puis à la fin, on a rajouté encore une vingtaine nous-mêmes en plus de l'outil. Et ensuite, nous avons soumis ce test à ChatGPT lui-même dans une autre conversation, bien entendu, parce que sinon il se rappelle de tout ce qu'on a donné avant. Et puis, on lui a demandé de résoudre cet examen de multiple choice qui est dans le domaine de la business analyse. S'est révélé concluant en fait sur les 69 questions que nous avons retenues qu'il a générées lui-même dans un autre dialogue avant. Il a réussi à résoudre les 69. Et sur les 20 que nous avons rajoutés nous-mêmes, il a quand même eu 17 sur 20 qui étaient bons. Donc, je pense que les multiple choice sont remises en question aujourd'hui avec ces technologies qui arrivent. Alors, vous pouvez me dire, ben, dans ce cas, je fais des études de cas. Là aussi, il y a toute une démonstration qui serait trop longue à faire si on va vraiment dans les détails. Mais nous avons généré un scénario pour une mise en situation d'une étude de cas. Et nous avons demandé à ChatGPT non seulement nous aider pour le générer, pour aussi le corriger de ce qui est revenu de la part de certains étudiants, mais nous avons aussi demandé à ChatGPT de corriger ce qu'il a corrigé lui-même. Et là, c'est intéressant de voir que dans les études de cas,
En tout cas, dans certaines branches, je suis d'accord que ce n'est pas le cas dans toutes les branches, mais dans la branche qui nous concerne, qui est la business analyse, il y a des résultats concluants puisque l'outil permet de formuler des problèmes, il permet de résoudre des problèmes, évaluer les solutions, il arrive à donner une note aussi, il arrive à adapter l'échelle, il arrive à défendre, par exemple, une notation. Si vous êtes en séance de notes et vos collègues disent que vous avez corrigé trop léger, vous pouvez utiliser ChatGPT pour raisonner pourquoi vous avez donné cette note-là. L'inverse est possible, bien entendu, aussi. Et intéressant aussi, peut-être le point 9, l'outil peut être utilisé pour rendre des examens, pour varier des énoncés d'examen ou de les rendre plus difficiles si c'est nécessaire. Donc, au niveau des études de cas, les outils arrivent aussi. On peut se dire, OK, bah, on laisse les étudiants expliquer des choses. Et là, j'aimerais juste vous faire une démonstration de ChatGPT qui permet aujourd'hui d'attacher une image, en l'occurrence une explication des cellules. Et je demande à ChatGPT de m'expliquer finalement ce qu'il voit sur cette image-là. Je peux même lui dire que je ne comprends pas ce qu'il m'a fait dans le premier tour et d'expliquer ça dans un langage plus simple. Donc, je pense que au niveau des explications, il faut aussi bien réfléchir parce que les outils commencent à arriver dans les situations où on demande aux étudiants typiquement d'interpréter un graphique ou de commenter un graphique. Les outils sont là. Nous l'avons aussi fait dans la business analyse où, pour celles et ceux que ça parle, nous avons rempli une pastel avec des post-it avec les étudiants dans un cours, et puis après on a donné ça comme image à ChatGPT pour nous rédiger le rapport, et puis ça marche assez bien dans cette branche. Maintenant, j'aimerais vous montrer ce que j'ai vu aussi récemment. Donc là, c'est le volet qui est nouveau parce que depuis quelques jours, ces outils arrivent directement dans les outils de bureautique. Typiquement ici, j'ai un Word avec l'extension Copilot et j'ai plus besoin de switcher entre l'écran, entre Word et puis ChatGPT ou un autre outil. Je peux directement dans Word utiliser le Copilot qui est donc la version Microsoft d'un outil comparable à ChatGPT qui intègre d'ailleurs aussi les librairies de OpenAI. Et ceci est aujourd'hui dans les dernières versions transparentement disponible directement dans un document. Donc, supposons qu'un étudiant doive rédiger un, un texte sur la question s'il faut interdire Word maintenant, parce que on arrivera après aux tactiques face à ces outils. Je peux donner dans la fenêtre en bas à droite les instructions mon copilote pour aller de l'avant et puis générer des choses. Alors, il me bloque ici. Donc, ça, c'est l'effet démo. Là, tu le fais en direct, donc. Non, là, je suis sur une vidéo que j'avais enregistrée au préalable mais la vidéo, elle bloque. Donc, ça, c'est la meilleure parce que du coup, les précautions, finalement, elle n'avance pas. OK, alors on va essayer de... Alors, ma présentation, elle a complètement bugué. Je vais Ça arrive essayer de jamais dans la vraie sortir. vie. Mais non, Mais j'ai tout peut-être qui plante. pendant que tu essayes Ouais. de débloquer, moi je pense que là on a une petite parenthèse à faire. Donc on a la HESSO qui nous a mis à disposition, vous l'avez vu, Copilot. Si vous tapez copilot.microsoft.com, on a maintenant accès à un espace protégé, donc où les données de l'entreprise et de l'étudiant sont sécurisées. Mais c'est pas ce qu'est en train de vous montrer Thomas, qui a encore une autre dimension. Donc là, ce à quoi on a accès, c'est vraiment je dirais, le moteur conversationnel. Et ce qu'il est en train de vous montrer, c'est un outil intégré directement dans toute la suite Office qui est payant, qui ne sera vraisemblablement pas payé tout de suite par les écoles parce que c'est quand même relativement cher, vu que c'est autour de 20 francs par mois et par utilisateur, mais qui permet effectivement d'augmenter, je dirais, comme on avait l'humain augmenté, on a maintenant le PowerPoint, le Word et l'Excel augmenté. Voilà. Ça refonctionne, tu as vu comment Merci. j'ai meublé, hein? C'est bien, mais tu sais que j'ai complètement planté ma présentation PowerPoint. Je ne sais pas comment ça se passe, mais je vais essayer de l'ouvrir et puis de... Alors, on revient. Je pas encore essayé un moment, c'est que tu sais, moi aussi, il faut parler.
Si tu veux parler, tu peux. Hein. Non, non, mais je vais arriver. Donc, je profite juste de ce petit moment où Thomas est en train de remettre en route. Hein, ça arrive tout le temps. Et effectivement, quand on est en direct, c'est là où on a le plus de plaisir que ça plante. Pour faire un peu de promo pour l'atelier qu'on a prévu à la suite de ce café pédagogique, atelier qui aura lieu le 28 mars à Sierre. Alors oui, pour ceux qui ont passé à Sierre cette fois, parce qu'on avait besoin de salles dont l'équipement nous était familier, on va dire ça comme ça, pour pas se retrouver face à des problèmes au moins de matériel. Donc ce sera à Sierre le 28 mars de 2h à 16h30, on a mis ça, avec vraiment une partie totalement pratique. Donc on va essayer des outils, on va partager des pratiques avec 3 axes. Le premier, ce sera les syllabus de cours, le deuxième, ce sera vos supports de cours, et le troisième, ce sera le feedback via des quiz. Évidemment pas sommatif, mais formatif pour que les étudiants aient un feedback sur leur apprentissage. Et je repasse la parole à Thomas. Et là, la synchro, elle est parfaite parce que ça reprend. Donc, c'est parfait. Merci beaucoup, Nathalie. Donc, ici, je suis dans le document Word et je lui demande de me proposer une structure en 5 chapitres pour un blog dans ce contexte. Blog que j'ai d'ailleurs publié après sur le site que je vous donnerai à la fin. On va avancer un tout petit peu parce que là, c'est du blabla. Donc, du moment que j'ai formulé ma question avec le contenu que j'aimerais voir, je peux lui demander de travailler directement dans le document Word cette question. Donc, il me fait une proposition, s'il veut bien. Voilà. Donc là, j'ai une proposition qui me vient, puis je peux la prendre directement dans le document Word et ça me fait la structure finalement de cette thématique qui est cette fois-ci, tout est proposé par Copilot. Je peux faire un peu de mise en forme et maintenant, je peux prendre chapitre par chapitre. Donc ici, on est dans une situation que je n'ai pas encore écrit une seule ligne de mon document, mais j'ai donné à un copilote les instructions comment il doit travailler dessus. Donc là, je peux prendre le chapitre et ce chapitre, je peux lui dire, développe ce chapitre et même principe, il me fait une proposition qui peut me convenir ou pas et cette proposition, je la prends, je l'insère, il va arriver. Donc vous voyez que Copilote rajoute aussi des éléments de source maintenant. Donc je prends simplement ce qui est généré pour vous montrer comment ça fonctionne. Et je le colle dans mon document. Donc là, je fais de la mise en forme et on fera la même chose pour tous les chapitres. Alors, ce qui est intéressant, c'est la réécriture. Donc, celles et ceux d'entre vous qui connaissent peut-être Quillbot, qui était un autre outil que les étudiants utilisaient pour reformuler les choses qui sont générées par l'IA. Dans le copilote dans Word, vous pouvez reformuler directement en choisissant le ton, en choisissant tout ce que vous aviez à disposition sous Quillbot à l'époque. Vous pouvez le faire aujourd'hui directement dans les documents Word. Et il fait une proposition, et si la proposition vous convient, vous avez qu'à appuyer sur le bouton remplacer et il insère ça à l'endroit précis dans Word. Alors là, c'est de nouveau un petit peu de la cosmétique qu'on peut faire, et ça, on peut le faire pour tous les chapitres. Ce que j'aimerais encore juste vous montrer, c'est il y a l'intégration d'outils compléments Office aujourd'hui. Vous pouvez intégrer, par exemple, Quillbot. Vous pouvez intégrer DeepL directement dans le Word. Donc, vous ne switchez plus entre les écrans. Et pourquoi est-ce que je vous montre ça aujourd'hui? C'est que ça devient difficile à voir si dans un contexte d'examen, par exemple, un étudiant est en train d'utiliser l'intelligence artificielle ou pas. Si c'est tout transparent, intégré dans Word et PowerPoint et autres, ça devient difficile à contrôler aussi. Donc ça, c'était ce que je voulais vous amener avec ça. Donc ici, on est sur une fonctionnalité de DeepL, de nouveau toujours dans le même outil. Le prochain
que j'aimerais vite aussi vous montrer, c'est que ça marche aussi pour PowerPoint. Je peux partir avec une présentation PowerPoint de vide et je peux lui demander de rajouter une diapositive pour rajouter ce texte. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Avant, j'ai créé le texte avec l'intelligence artificielle dans Word. Je vais aller chercher mon chapitre, je copie et je colle ce texte dans PowerPoint, dans Copilote PowerPoint, et je le laisse travailler dessus. Donc là, j'ai accéléré un peu. On soit clair, ça prend un peu plus de temps normalement. Mais voici le transparent qui arrive, qui résume le texte que j'ai coupé-collé avant, avec les puces, la mise en place du design, et puis un premier design qu'on va modifier, bien entendu. Donc ça, on peut le faire pour le document Word entier, et on dispose d'une présentation PowerPoint en quelques clics et quelques minutes pour aller la présenter après en cours ou lors d'une défense ou que sais-je. Donc vous voyez, l'IA arrive vraiment dans les outils de bureautique et ça pose des grandes questions. Puisque Nathalie, tu as raison, c'est aujourd'hui payant, c'est 20 $ par mois pour une version que j'ai à titre privé, mais ça va se généraliser. La question va venir, est-ce que nous devons mettre à disposition ça, oui ou non, de nos étudiants? Avec quel impact sur les formes d'examen, d'évaluation, etc. On peut se dire, alors là, je vais vite ouvrir un volet sur le contrôle. Donc, finalement, une des positions, c'est de se dire on laisse libre, ouvert l'utilisation des outils pour générer finalement ce qu'ils veulent, mais on contrôle derrière si ça a été généré par une intelligence artificielle. Ici, il y a quelques défis parce que les outils d'intelligence artificielle n'arrivent pas à être à la même hauteur de contrôle, si ça a été généré par intelligence artificielle, n'arrive pas à être à la même hauteur que les outils d'intelligence artificielle eux-mêmes. Donc ici, j'ai pris un texte qui a été généré avec l'IA, que j'ai collé dans un exemple d'outil pour tester. Il m'a dit que c'était généré par l'IA. Je paraphrase ceci dans un outil Quillbot. Donc, paraphraser, c'est reformuler le texte de base pour éviter que ça ressemble à quelque chose qui est généré par l'intelligence artificielle. Cet outil qui est là reconnaît même une certaine forme de paraphrase, mais par contre, si je choisis un autre style d'écriture lors de l'outil de paraphrase, donc je ne prends pas le simple, mais je prends par exemple le fluency, je reprends le texte, je le paraphrase, je coupe et je colle dans l'outil de vérification. À ce moment-là, il me dit que ce texte est probablement humain, mais je ne l'ai pas rédigé. Ces outils ont leurs limites, donc le contrôle n'est pas facile à faire. Si, par exemple, un étudiant rédige un texte et puis il met une erreur d'orthographe toutes les 4-5 lignes, les outils n'arrivent pas à détecter ça comme du généré par l'IA. Donc ça, c'est le test de base si vous voulez entrer dans une utilisation de ces outils-là. On parle plus volontiers de plagiat ici, mais plutôt de similitude ou de structures d'IA qui sont derrière les textes. Mais encore une fois, ces outils ont leurs limites et je ne pense pas que ce soit la bonne approche de vouloir porter un jugement uniquement sur l'application d'un tel test si un texte ou un contenu a été généré par l'IA. Alors, il y a la position d'interdire, ce que nous avons fait avec ma collègue lors de la première année, quand les outils sont arrivés en novembre 2022, lors de l'examen au printemps 2023, nous avons fait signer un code déontologique, une charte aux étudiants en entrant dans l'examen multiple choice que vous avez vu avant, qu'entre-temps on a laissé tomber. Ils ont signé cette charte, bon, le cours il est en anglais, comme quoi ils se retenaient d'utiliser l'intelligence artificielle, etc. Donc l'interdiction peut être, bien entendu, une façon de réagir à ça. La question de fond se pose, ce que nous voulons, est-ce que les entreprises attendent de nos étudiants quand ils sortent? Alors typiquement dans la business analyse, où toutes les entreprises aujourd'hui utilisent probablement déjà les outils d'intelligence artificielle, où des entreprises de conseil font de la promotion dans les journaux à 2-7 ans
comme quoi ils ont un nouvel assistant qui vient dans les séances et qui est un assistant intelligent. Je pense que ce serait passé à côté de quelque chose si on interdisait ces outils. Il faut s'y mettre au temps et puis aussi les introduire. On peut se dire qu'on fait que des examens oraux. Ici aussi, bien entendu, pour l'instant, ça c'est une des variantes qu'on peut faire, une alternative. Mais je vous rends juste attentif que ces technologies d'intelligence artificielle arrivent non seulement dans Office et les autres outils, mais aussi dans les, euh, dans les objets, typiquement les lunettes aujourd'hui qui projettent du son directement sur votre crâne pour écouter la musique, peuvent contenir aussi des éléments d'intelligence artificielle. Et si vous voyez les appareils auditifs, les premiers appareils auditifs intègrent aujourd'hui l'intelligence artificielle, se connectent avec Bluetooth sur un téléphone. Imaginez-vous que le copilote est dans le Teams qui tourne sur le téléphone de l'étudiant dans la poche et vous l'interrogez lors d'un examen oral et ça lui souffle les réponses dans l'oreillette. C'est encore un petit peu de la musique d'avenir, mais on y est tout près. Et puis je pense que l'examen oral, à terme, ne va pas être une solution non plus pour éviter la restitution du savoir ou des choses comme ça. Donc on entre dans une phase où on va peut-être probablement plutôt regarder les qualités subjectives des étudiants, comment ils se présentent, quelle est leur expérience, comment ils se comportent à l'utilisation de ces outils aussi dans les examens oraux, plutôt que d'avoir une ancienne forme juste pour contourner le fait qu'ils s'associent de ces outils qu'on souhaite éventuellement interdire. Alors, il y a des exemples sur comment on cite l'utilisation de ces outils. Il y a plusieurs exemples qui existent déjà. Par exemple, l'Université de Bâle donne tout un guide sur comment on doit citer les outils quand on les utilise. Vous avez des exemples également du côté de l'Université de Zurich. Je vous donnerai les slides si ça vous intéresse. Vous pouvez aller voir comment ces institutions souhaitent que l'utilisation ou imposent que l'utilisation de l'intelligence artificielle soit mentionnée lors des restitutions de travaux d'étudiants et autres. Il y a les maisons d'édition pardon, qui commencent également à édicter des règles. Par exemple, Elsevier ici vous montre toute une policy sur ce que vous devez respecter dans l'utilisation des outils d'intelligence artificielle pour publier. Donc là, il y a tout un débat qui est en cours et ça commence à toucher bien entendu à l'intégrité académique et aussi aux questions d'éthique et autres. Je vais vous montrer peut-être juste ce que nous faisons, nous, dans notre cours avec ma collègue Catherine. L'important à la base, avant tout, c'est de mentionner aux étudiants ce que vous attendez s'ils utilisent ces technologies. Donc ici, on est dans l'espace de cours de notre cours Business Analyse. Et pour moi, ce qui est important, c'est qu'on soit formel et qu'on dise aux étudiants dès le début du cours qu'est-ce qu'ils peuvent faire avec les outils d'intelligence artificielle, est-ce qu'ils sont tolérés ou pas, s'ils les utilisent, quelles sont les attentes. Alors typiquement, ce qu'on ne tolère pas, nous, aujourd'hui dans le cours, c'est qu'ils prennent une réponse telle quelle d'un ChatGPT ou autre, et puis qu'ils le collent dans un document qu'ils nous rendent. Ce qui ne passe pas, c'est de prendre la même démarche et puis juste modifier quelques mots. Ce qu'on souhaite vraiment, c'est que s'ils utilisent les outils, c'est qu'ils réfléchissent profondément sur le texte qui leur a été rendu, qu'il examine de façon critique, qu'il corrige les erreurs, parce qu'il peut y avoir des erreurs conceptuelles dans les réponses de ChatGPT, même dans une branche comme la business analyse, où ça marche déjà très bien. On exige que tout rendu d'un outil d'intelligence artificielle soit complété avec ses propres pensées, avec ses propres réflexions. Nous demandons à ce que les outils soient cités, et je vais vous montrer après. On peut peut-être rentrer dans le débat sur comment citer les outils, si vous voulez, après la présentation initiale. Et puis, ce qui est très important pour nous, c'est qu'ils soumettent le texte sous leur propre responsabilité. Alors, ce qu'on ne souhaite pas voir, c'est un étudiant qui nous rend quelque chose, un texte ou un business case où il marque nom, prénom, et il marque accompagné de ChatGPT ou etc. Donc l'auteur reste l'étudiant ou le groupe d'étudiants et la responsabilité sur ce qui est rendu et publié
lui revient entièrement. Alors, maintenant peut-être deux mots sur l'intelligence artificielle dans l'enseignement à la HESSO. Donc, la task force IA a été dissoute et remplacée par un groupe de pilotage de l'intelligence artificielle dans l'enseignement. Dans ce groupe de pilotage sont actuellement Armin Kanzian, Richard Emmanuel Estes, que je pense que vous connaissez, et puis moi-même. Et nous avons refait complètement la page déjà de la task force, parce que la task force, c'était vraiment d'assembler un maximum d'informations qui venaient. Aujourd'hui, nous avons des principes d'utilisation qui ont été validés et décidés par le rectorat qu'on présente sur ce site, et il y a des chapitres pour toutes formes d'utilisation. Typiquement, il y a les étudiants qui ont leur propre onglet, il y a les enseignants, pardon, et il y a une section aussi pilotée qui est, elle, prévue plutôt pour les responsables de filière ou toute autre personne avec une responsabilité dans l'institution. Il y a une section évaluée qui est en train de naître. Et dans cette section évaluée, il y a notamment un guide qui est en rédaction qui devrait sortir ces prochains jours sur comment correctement citer l'utilisation de cette technologie dans l'éducation, mais aussi des recommandations sur comment clairement spécifier si l'utilisation elle est tolérée ou pas, quelle forme d'utilisation est tolérée. Et là, on va venir très rapidement avec un texte proposé pour aussi après rédiger les descriptifs de modules, par exemple, parce que je pense qu'on n'y échappera pas d'avoir des chapitres mentionnant cela aussi dans les descriptifs de modules à terme. Voilà ce que je voulais vous montrer en introduction. Nathalie, on va bientôt basculer sur les discussions. Peut-être juste encore une source. Moi, j'ai un blog qui s'appelle goodmorning.ai où je publie régulièrement mes expériences matinales avec ChatGPT. Il y a aussi des premières considérations éthiques qui sortent, bien entendu. Je me suis exprimé, mais c'est des considérations qui sont très larges, qu'il faut maintenant mener dans un contexte plutôt institutionnel. C'est ce que nous faisons avec le groupe de pilotage à l'heure actuelle et vous aurez des résultats sur cette page. Merci. Alors, je ne sais pas si au niveau du timing, ça correspond. Pour moi, c'est ce que je voulais partager avec vous comme nouveauté. Et puis, je suis à disposition pour la discussion. Alors déjà, un tout grand merci pour ce point de situation et cette démonstration des avancées. Donc, je pense qu'on a tous pris conscience et on en avait déjà bien conscience que notre manière d'évaluer l'avancement en compétences des étudiants est en train d'être bouleversée et modifiée. Donc, moi, je profite que j'ai la parole pour poser la première question parce que ça m'interpelle. Donc là, on a vu que tu as intégré Copilot sur une instance privée. Est-ce que il y a moyen d'intégrer cette instance de manière privée sur l'instance HESSO ou pas? Il n'y a pas de micro. Il n'y a pas de micro. Toujours pas de micro. Encore pas. Voilà, oui et non, pardon. Je pense que je vais d'abord répondre sur le plan institutionnel. Les réflexions, bien entendu, avec le groupe de pilotage, mais aussi au niveau du dicaster renseignement, avancent sur quelle forme de logiciel on va mettre à disposition ou pas. Ici aussi, on est toujours un petit peu, comment dire ça, c'est sorti à 10 jours, on ne peut pas attendre que l'ensemble de la HESSO mette ça à disposition directement. C'est d'abord une discussion de filière, et puis après, c'est surtout aussi une discussion des coûts que ça engendre. Donc, actuellement, les variantes que je vous ai montrées là, vous pouvez les accéder avec un compte personnel, oui. Vous pouvez associer ces outils aussi dans Word, par exemple, en donnant votre login privé pour le prendre dans la version de Word qui est partagée aujourd'hui. Mais il n'y a pas de mise à disposition pour l'instant de ces fonctionnalités-là systématiquement au niveau des collaboratrices, collaborateurs ou des étudiants et étudiantes. Ok, merci. Et puis j'avais plutôt un retour d'expérience. Donc j'enseigne aussi à la HEP où une étudiante m'a posé la question, m'a dit oui, moi je veux bien citer que j'utilise ChatGPT, mais
En fait, j'emploie tout le temps, donc je fais quoi? Je dis, ah, pour le brainstorming, j'ai utilisé ChatGPT, voilà les idées qu'il m'a données, mais en fait, ça n'a plus rien à voir avec ce que je fais. Quand il m'a donné une phrase, je l'utilise pour qu'il traduise correctement, parce que c'est en anglais. Après, je lui fais enlever les fautes d'orthographe, il fait ça très bien. Elle disait, mais moi, j'entends que je dois le citer, mais finalement, je pourrais dire, mon meilleur ami est avec moi tout au long du travail. Oui, le grand problème vient aussi avec ce que je vous ai montré là. Qu'est-ce que vous citez derrière? J'ai utilisé Word. Je veux dire, non. Et là, je pense qu'il y a cité et cité, et il y a, au niveau de la transparence, il y a différents degrés qu'on va élaborer aussi dans ce guide qu'on est en train de rédiger. On peut s'imaginer, et moi je pratique ça, d'exiger à la fin d'un rendu, par exemple, un tableau où on mentionne les chapitres dans lesquels on a utilisé ces outils-là. À quelle fin? Est-ce que c'est ce que tu dis pour corriger ou est-ce que c'est pour développer une idée, pour approfondir? Mais ça, c'est propre, je dirais, en tout cas, à chaque domaine, je dirais presque à chaque filière, et l'exigence du professeur, elle se traduit dans ça aussi. Donc, il y aura des exemples qui vont être partagés sous peu. Euh, Encore une fois, c'est vous qui décidez comment vous le faites. Et par contre, vous devez aussi exiger ça au début du cours et être formel par rapport à ça. Je pense d'avoir des exemples comme le tien, les do, les don't, ça peut aider parce que c'est vrai que on veut tous bien faire, je pense. Hein, on est tous, bah, si on est là déjà, hein, je veux pas dire, mais c'est qu'on se questionne beaucoup sur comment faire pour faire bien, comment faire pour faire juste et surtout comment faire pour que nos étudiants sachent l'utiliser correctement. Parce que moi, je Oui, reste persuadée que nos étudiants ne sont pas une bande de tricheurs qui veulent biaiser le système, mais qui veulent absolument s'y conformer pour avoir un diplôme qui a de la valeur. Donc, on doit aussi les accompagner et pour nous, d'avoir les règles justes, c'est pas si facile en fait. oui. Je te partage peut-être juste très rapidement cet exemple-là, un tableau simple qui mentionne quel Alors, c'est outil. peut-être un peu petit quand même C'est là. un peu Tu peux petit. agrandir. Alors, si j'arrive à l'agrandir, voilà, c'est mieux. Voilà, parfait. Oui, oui. OK. Alors là, c'est l'outil qui est utilisé, l'utilisation pour laquelle l'étudiant l'a utilisé, les chapitres du rapport qui ont été concernés. Et on peut aller évidemment jusqu'à demander le lien sur les prompts, mais si vous faites ça, je vous lance le défi de relancer les prompts de chaque étudiant pour aller voir comment il a utilisé les outils dans la correction. Je pense qu'on n'aura simplement pas le temps. Donc là, c'est ces questions-là avec lesquelles on est en train de s'occuper actuellement. Comment bien citer l'utilisation de ces outils-là? Est-ce qu'il y a des questions? Parce que moi, j'en ai encore une qui va peut-être vous plaire. Là, on a parlé de la dimension étudiant. Moi, j'avais quand même un rêve. Parce que moi, j'attends, hein, j'attendais, ou maintenant je suis contente que ces outils arrivent. Parce qu'ils peuvent nous aider à corriger quand même, non? Un petit peu. On lui dit quelle est la grille critériée, comment est-ce qu'on fait, etc. Et puis au final, il nous donne les critères et pourquoi est-ce qu'on a mis cette note et tout ça, non? Je provoque un peu. Hein. Oui, fais-le. Bah, bien sûr, moi j'ai testé ça aussi sur des examens pour corriger, mais la problématique de fond, le point de départ, il est éthique. Est-ce que tu te fies à ce que cet outil te rend pour porter un jugement d'évaluation sur l'étudiant ou pas? Personnellement, je suis d'avis, alors, sur tous les autres aspects de l'intelligence artificielle, les outils commencent à régater avec nous, objectivement. Mais le dernier pas qu'il ne faut pas faire, c'est de prendre cela pour rendre une note ou pour rendre un jugement. Moi, comme assistant d'aller voir si un document est complet, peut-être. Mais même là, je pense que tu as une obligation d'aller lire le document et puis Ah oui, non. quand Alors, même d'aller voir ça. je pense quand même le lire, hein, qu'on soit clair, mais plutôt sous l'aspect, on sait ce qui prend du temps chez les profs. On a tous cette difficulté, c'est de rendre des feedbacks qui soient complets pour chacun, etc. Oui, Si on a 15 étudiants, le bonheur est dans le pré, c'est 15 travaux différents, on a du plaisir à lire. Au 123e, on cale un peu, il faut dire ce qu'il en est. Donc ouais, on peut-être est d'avoir un d'accord. outil. Voilà. Alors là, comme tu le présentes, je pense que c'est intéressant parce qu'on peut utiliser des personas typiquement aussi pour générer des réponses en fonction des solutions qu'on attend, etc. Ça, c'est possible hein, de donner un feedback personnalisé en fonction du niveau que l'étudiant a atteint avec son travail. Là, on est dans l'exploratoire. C'est possible, mais une substitution du prof dans la correction, je ne pense pas que c'est possible. Il y a une question d'Alain. Oui, alors c'est une question, je vous préviens, c'est un peu existentiel. Hein. Non, mais parce que je me demande de plus en plus, l'intelligence humaine
qu'est-ce qui nous reste à évaluer en fait? Donc c'est très macro, hein, mais je suis en train de me dire, mais si tout d'un coup, par exemple, une revue de littérature, franchement, moi j'ai fait plusieurs essais, hein, ça donne l'intelligence artificielle donne des résultats remarquables. Donc ça, quelque part, ce travail-là, ben, on n'a plus besoin de vraiment dépendre de l'intelligence humaine. L'intelligence artificielle fait quand même super bien le boulot. Donc, mais nous, on doit quand même avoir un rôle d'évaluer l'intelligence humaine, on est d'accord. Enfin, je pense qu'on est d'accord, peu importe la filière, j'espère. Donc, voilà, la question que je me pose, c'est qu'est-ce qu'on va évaluer au niveau de l'intelligence humaine et puis comment, en fait, c'est ça. Mais c'est très, très, très macro, mais j'ai ça dans Ouais, la tête depuis maintenant longtemps et j'ai pas vraiment de réponse claire, hein. ouais, Si j'en ai, elles changent chaque semaine parce qu'évidemment, il y a des nouvelles choses qui apparaissent. Puis, oui. Nous le vivons aussi hein, avec Catherine dans notre cours, très clairement. Hein. On a opté pour un examen oral de nouveau cette année, parce que si la restitution de savoir et son application est faite presque mieux fait par les outils que l'humain, ce qui reste quand même, c'est l'expérience que nous avons et que nous acquérons, les compétences que nous acquérons. Ça veut dire que si dans un oral, à la limite, il peut même utiliser, ou elle peut même utiliser l'outil pour préparer la réponse, mais qu'elle m'explique et puis elle démontre comment elle arrive à ça. Ou je vois dans son comportement qu'il a atteint un certain niveau d'expertise. Je pense que c'est par là, les compétences et l'expertise acquise, qu'on peut faire des évaluations. Par contre, on bascule du côté subjectif, parce que sur tous les plans objectifs, l'outil regarde avec nous. On va sur le côté subjectif et je ne suis pas sûr que ça tienne comme verdict si un étudiant a passé ou ouais. pas l'année, si tu juges uniquement sur des critères subjectifs. Donc là, c'est encore un autre volet qui s'ouvre qui va être difficile. Ouais. Mais où on a quand même des expériences aussi au niveau de l'évaluation. Là, je me penche à fond sur qu'est-ce qu'on évalue, pourquoi on évalue, si on revient à la philosophie de l'évaluation. Et je suis en train de lire un essai sur l'évaluation intuitive. Et je trouve ça pas mal parce que quand on a, comme toi et moi, hein, Thomas, des années de pratique, finalement, pour sentir quelque part si l'étudiant a compris ou pas, ou lui poser les questions qui creusent pour démontrer là où il pêche et là où il pêche pas, on y arrive assez facilement. Après, comme tu dis, il faut le démontrer par des éléments objectifs cette fois, et c'est peut-être ça où c'est plus compliqué. Par contre, pour en revenir, moi, j'ai essayé de questionner qu'est-ce qu'en marketing, imaginez tous les outils qui sont sortis maintenant et qui font le travail mieux que les humains. Il faut juste être clair, analyser des quantités de données pour savoir si la publicité est mieux placée là ou là, trouver les mots-clés, tout ça. Les machines le font mieux que l'humain. Donc, qu'est-ce qui reste? Mais il reste peut-être justement cette partie de charnière, la pensée stratégique de dire tous ces prompts qu'on lui demande, toutes ces étapes qu'on lui fait, finalement, c'est là où on devient stratégiquement bon, non? Mais ça veut quand même dire que quand on évalue cet aspect subjectif, moi, j'ai du mal à voir autre chose qu'une situation en direct où on questionne la posture, le comment. Je vois mal si on voilà, je vois mal quelque chose de asynchrone. Je veux Euh, bien que l'oral, voilà, il y a des transmissions, hein, mais cet aspect-là de subjectif et autres, l'attitude, la posture, comment on digère l'information, puis on accumule l'expérience. Je peux essayer, tenter une proposition de réponse, mais j'aimerais bien que mes collègues tentent aussi, parce que j'ai l'impression de monopoliser. Pour moi, là, c'est la question de l'évaluation un jour, une heure, etc., qui pourrait tomber. Et on fait une évaluation continue basée sur des étapes que passeraient peut-être les équipes aussi. On peut faire travailler les étudiants en équipe. Nous, on essaie de faire ce travail où on les évalue en équipe, mais où chacun a un rôle et on évalue les rôles spécifiquement parce qu'ils doivent tenir leur équipe, chacun sur une dimension. Ils peuvent choisir eux-mêmes quel est le rôle qui leur convient le mieux. On peut imaginer, C'est du nous, on est soft. en, voilà. Ben oui, mais quand même, mais ça veut dire que les étapes, ils doivent les faire, hein, les Ah, étapes j'ai rien contre le techniques. soft, hein, Voilà. Hein. ouais. Non, mais ça veut dire qu'au lieu de dire on évalue et boum, c'est dommage pour toi ce Ouais, jour-là, ouais. ton chat s'est fait écraser, t'es pas bien. Ben, on regarde la progression. On a cette chance extrêmement importante qu'on ne mesure pas, c'est d'avoir nos étudiants toutes les semaines avec nous quand même. Thomas. Et des petites classes. Et des petites Ouais. classes. Relativement petites. Voilà. alors, moi, je pense effectivement que c'est ça. Il faut commencer la réflexion, pas à l'examen, mais tout au début du premier cours. Parce que si les étudiants arrivent aujourd'hui et au niveau de la restitution lors de la première classe, arrivent à vous restituer les connaissances que vous avez et puis à les appliquer avec des outils qui font le travail à leur place, il faut réfléchir à ce qu'on fait
avec ce temps qu'on a durant un semestre complet. Et puis c'est pour ça qu'avec Catherine, on a complètement, non seulement changé la forme d'examen, mais la forme de cours. Parce qu'on a, comme tu dis, la chance de les avoir sur un semestre où on passe une matinée avec ces étudiants et on voit s'ils progressent ou ils ne progressent pas. Alors, comment est-ce que tu laisses couler ça dans l'évaluation et comment tu fais ça à la fin avec un examen oral? La question, elle est là. Et c'est un mix de plusieurs approches. Donc, on a un rapport écrit, on a l'explication de l'outil par le groupe et aussi individuellement. Et c'est une somme d'ensemble qui nous permet de dire cet étudiant, il a passé ou pas. Mais c'est en continu. Oui. Mhm. Bon, c'est une piste, hein, je veux dire. Absolument. Moi, j'aimerais bien vous entendre, la foule nombreuse et engagée que nous avons. Parce que c'est questionnant quand même. Et puis, je pense que ça aussi, peut-être que c'est un mot. Pourquoi est-ce qu'on a organisé cette présentation aujourd'hui? C'est vrai, Thomas, on t'a déjà fait intervenir plusieurs fois. Certains t'ont déjà entendu. Moi, j'espère qu'on va te entendre souvent. Et finalement, je trouve que peut-être que cette présentation devrait être obligatoire, non pas pour l'exemple, mais plutôt de dire questionnons-nous et partageons nos expériences. Merci, Philippa, d'intervenir. Je passe volontiers la parole. Et Bonjour ensuite à à tous, Sarah. merci beaucoup pour cette présentation intéressante. Donc, Philippa Perra de la Haute École de Santé à Sion. J'aimerais vous poser une question en lien avec la citation. C'est la citation de ChatGPT, notamment dans les travaux scientifiques des étudiants, comme on travaille bachelor. Quand je vois les consignes de citer ChatGPT, c'est quelque chose qui me trouble un peu, même si je pense que les étudiants peuvent et doivent même utiliser des outils d'intelligence artificielle pour améliorer leur production. En revanche, je ne comprends pas le sens de citer un outil comme ChatGPT ou autre dans un travail de production scientifique, en sachant que c'est une ressource qui peut être utilisée pour aider dans la reformulation ou dans la compréhension d'un article scientifique. Par contre, c'est pas les outils qui vont apporter des éléments crédibles pour pouvoir appuyer leur travail. Donc, j'aimerais vous entendre par rapport à cet élément-là de citer donc l'intelligence artificielle, en sachant que en termes de crédibilité de l'information, elle reste quand même pas dans une approche scientifique. Oui, alors, citer dans les sources bibliographiques, je pense que ça, c'est le grand débat que nous avons actuellement. Est-ce que ça fait sens ou pas? Où je suis pas tout à fait d'accord, où je vais plus loin dans une expérience actuelle que je fais, parce que je suis en train de créer un papier de recherche scientifique où j'applique moi-même les principes. L'outil, en fonction du prompt qu'on lui donne, peut être très pertinent dans ses propositions. C'est que l'action met une ligne et puis on reprend ça. C'est autre chose que si on utilise 2 pages de prompt avant pour expliquer le contexte, les méthodologies, les recherches, etc. et qu'on varie. Il y a des propositions dans le processus même de la recherche qui aujourd'hui peuvent être très performants. Et là, je pense que la moindre des choses, c'est que l'auteur ne réclame pas simplement que c'est sorti de sa tête, mais dit comment il a utilisé l'outil pour aboutir à cette réflexion qui reste la sienne, et il en prend la responsabilité. Mais il y a autre chose que de donner une liste bibliographique, de citer l'utilisation des outils et comment je les ai utilisés dans le processus de la méthodologie de recherche. Et je pense que c'est là qu'il faut attaquer, en fait, parce que ça va encore grandir et devenir plus puissant dans une recherche particulière. Il faut jouer la transparence, qui est un des grands principes qu'on demande d'ailleurs au niveau institutionnel, et ça passera par un tableau qui explique comment j'ai utilisé cet outil, dans quelle phase de la méthodologie de recherche cette fois-ci, et puis peut-être dans quel chapitre de ma publication. Mais la forme finale, on ne la connaît pas encore, parce qu'on est au début des réflexions, mais je partage avec vous, on a aussi un petit peu de peine par rapport à ça. Il y a Sarah qui avait aussi Merci. une. Oui, merci beaucoup. En fait, sur cette base de cette réflexion, moi, ce que je me demande, c'est que finalement, l'IA, c'est devenu une compétence transversale, un peu comme la durabilité. Et donc, est-ce qu'on doit adapter le niveau aux étudiants qui savent déjà finalement maîtriser l'IA parce que ça va augmenter finalement le niveau d'exigence. Et puis pour les autres, on part du principe que ils doivent acquérir cette compétence, ou est-ce qu'on reste quand même, on reste toujours sur le niveau des étudiants qui n'utiliseraient pas l'IA pour produire quelque chose, et puis finalement ceux qui savent maîtriser ceci
ont un avantage vis-à-vis des autres. Je ne sais pas si vous comprenez un peu cette réflexion, mais et aussi vis-à-vis des professeurs, en fait, ça me fait penser que nous tous, on devrait vraiment faire une formation, vraiment se mettre à niveau aussi, parce que ça devient une compétence nécessaire. Oui. Je suis à 100% aligné. Depuis le jour où ces outils sont transparentement dans Word, PowerPoint, etc., il n'y a plus aucun enseignant ou enseignante qui a une excuse de ne pas aller les tester, parce qu'ils sont là. Je pense que c'est un fait aujourd'hui. Et on n'a plus besoin d'entrer dans des échanges de prompts, etc. On les utilise directement dans les outils. Et là, il n'y a plus d'excuses qu'il y a la courbe d'apprentissage qui est trop grande. Après, c'est une question de temps. Par contre, où je vous rejoins, c'est que la question de fond, un étudiant qui se présente avec cet outil dans la version pro parce qu'il peut se la payer, et puis un étudiant à côté qui n'a pas la version pro, déjà là, on crée des inégalités. On crée des inégalités pas uniquement au niveau de l'accès, mais aussi au niveau des compétences numériques que les étudiants acquièrent aujourd'hui ou pas. On peut créer des différences entre deux étudiants parce qu'il y en a un qui absorbe ça et puis qui est fan et puis il entre directement dans les technologies, alors que l'autre, il a besoin peut-être d'accompagnement, voire même un cours donné aux étudiants sur comment utiliser ces outils pour démarrer et puis atteindre un jour le même niveau que l'autre. Mais c'est la même chose avec l'arrivée finalement d'Internet et avec l'arrivée de la bureautique à la base, où vous aviez toujours des étudiants qui ont la version licence entreprise et puis ont des possibilités qui vont plus loin que les autres. Donc là, moi, je n'ai pas de réponse à vous donner aujourd'hui, je suis désolé, mais je compatis qu'il y a différents niveaux, il y a des exclusions, inclusions à discuter et à voir comment on peut remédier en ayant des alternatives à ces outils dans la forme d'enseignement peut-être, et des alternatives à ces licences que pas tout le monde peut se payer. Il y a encore une question de Stéphane Seppet, puis d'Alain. Et moi, je dis juste à ceux qui doivent nous quitter parce qu'ils ont d'autres obligations. Nous arrivons au terme du temps imparti, mais bien sûr qu'on reste là pour la discussion avec grand plaisir. Alors, Stéphane. Oui, bonjour à tous. Merci pour la présentation. Peut-être une question d'ordre plus technique, indépendamment finalement du contenu. Moi, je suis en train de préparer maintenant une restitution sur une partie d'examen de module avec de la vidéo. Est-ce que techniquement, maintenant, je peux m'attendre à ce qu'il y ait une vidéo qui soit complètement générée par de l'IA avec un prompt ou quelque chose comme ça ou pas du tout? Oui, on l'a fait, puis on l'a démontré de l'idée de base, la génération du script, la génération de la vidéo et l'avatar qui la présente après à la fin. Tout est possible. Donc, vous pouvez vous attendre à ce qu'avec une vidéo, par exemple, il y ait une génération automatique de vidéos qui arrive, gentiment. OK. Merci. Et encore une question d'Alain. Ouais, c'est pas mal une question. C'est juste pour venir à ce que tu disais, Thomas, sur les outils informatiques, enfin, et les outils en général, et qu'est-ce qu'on met à disposition. Pour moi, il n'y a pas de question à se poser. Dans un futur proche, comme on donne un compte Office 365 aux étudiants HES, ça va être intégré. Enfin, je sais pas, dans leur future profession, ils vont utiliser ça. Donc, si on fait pas ça, c'est comme si à l'époque, on interdisait. Enfin, je veux dire, pour moi, c'est une évidence, c'est juste une histoire de temps. Parce qu'autrement, les inégalités, elles vont être enfin, c'est pas pour rien qu'on a un compte Office 365 à tous les étudiants. Donc, enfin, pour moi, c'est pas une question à se poser vraiment, honnêtement, c'est juste une question de temps. Voilà. Et après, juste au niveau de... Ouais, vas-y. Et d'argent. Oui, d'argent, au bout d'un moment, je veux dire, d'argent. On forme des futurs professionnels. Donc, si on leur met pas à disposition et on les éduque pas sur les outils qu'ils vont utiliser dans leur future profession, on fait quoi? C'est quoi notre rôle? Oui, bon, après, si tu fais 20 fois 12 Oui, fois on est 22 000 étudiants, Ça fait beaucoup. le problème, c'est effectivement un problème de temps lié au business model et aux finances, parce qu'au début, évidemment, ces entreprises essayent de faire marcher leurs affaires, mais à terme, ça va être absorbé. D'ailleurs, des alternatives à Microsoft vont arriver aussi, mais donc c'est une question de temps et d'argent et de choisir le bon moment quand on doit le mettre à disposition. Ouais. Et puis juste un deuxième commentaire, parce qu'on parlait beaucoup de référencement et tout ça. Je veux dire, moi, je m'attends, enfin, j'ai une question bête, mais APA, c'est à l'échelle de la HESSO, c'est par filière, c'est par haute école, c'est quoi, le référencement APA? APA, le système de référencement. Enfin, je sais pas, mais nous, on utilise APA, ils vont sortir, je sais pas quand, mais j'espère bientôt, la 8e édition,
ils vont gérer tout ce qui est référencement, j'espère en tout cas, AI. Donc, est-ce qu'on va avoir notre propre système unique pour AI et puis le reste c'est APA, ou bien est-ce qu'on va dire voilà, ben, la norme qui est imposée, c'est quand même on va dire, l'autorité en matière de référencement qu'en tout cas nous on utilise ici. Donc là, c'est clair qu'en ce moment, ils sont un peu dans une zone grise. Ils ont juste fait une recommandation. À partir du moment où ils définissent voilà, comment faire, est-ce que chaque haute école, chaque institution va faire sa petite cuisine ou je sais pas. C'est juste une question que je me pose. Hein. On l'a appris ce matin avec le groupe de pilotage aussi, donc on est en train de réfléchir à ça. Après, c'est une question de temps aussi. Ici, est-ce qu'on a le temps d'attendre une norme APA ou, sachant qu'il y a des examens qui auront lieu entre-temps, donc est-ce qu'on n'a pas... Donc, c'est courir d'après une réalité pour essayer de la normaliser un tout petit peu, sachant qu'elle court aussi devant. Donc, c'est pas quelque chose qu'on peut rattraper en quelque sorte. En quelque sorte, c'est un changement d'esprit et de philosophie qu'on doit appliquer, en fait. On voit que finalement, l'intelligence artificielle nous ramène à la philosophie, à l'éthique et au grand bon pensée de la pédagogie, à savoir comment est-ce qu'on mesure l'apprentissage de nos étudiants et comment est-ce qu'on fait en sorte qu'ils apprennent malgré tout. Je crois qu'on va dire ça parce que malgré les outils, malgré tout ce qu'ils ont à disposition, notre seul objectif finalement, c'est qu'ils apprennent. Et qu'est-ce qu'on veut leur apprendre? Peut-être à utiliser l'IA, ce ne sera peut-être pas notre mission dans un avenir lointain, on va dire, mais j'espère pas. Je pense quand même qu'on a encore des compétences métiers à leur apprendre. Moi, je vais vous libérer. Je remercie vivement Thomas pour ce partage. Merci à vous Honnêtement, tous. je pense qu'on devrait le faire régulièrement parce que ça va tellement vite que chacun Oui, à notre absolument. échelle, on a de la peine à suivre tout ça. Enfin, moi, je trouve que c'est monstrueux comme ça va vite. Ça nous embarque dans un flux qui ne s'arrête plus. Et c'est vrai que de partager chaque fois avec d'autres les questionnements, les avancées, les expériences, je pense qu'on va bientôt mettre chaque 2 mois, on fera un pointage IA pour savoir où est-ce qu'on en est. En tout cas, merci beaucoup encore pour ton partage. Merci à vous.